Fina Family, une présentation de Sidonie Ficac. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de cette édition de Fina Family sur les antennes d'ABK Radio. Le proverbe familial de ce jour est « La famille, c'est comme les branches d'un arbre. Nous grandissons tous dans de différentes directions, mais nos racines sont les mêmes. La famille, c'est comme les branches d'un arbre. Nous grandissons tous dans de différentes directions, mais nos racines sont les mêmes. » Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. L'une des difficultés majeures pour les familles monoparentales est le regard des autres. Trop souvent, ces familles sont associées à la pauvreté, la précarité, l'échec et bien d'autres. Le regard posé sur les familles monoparentales est un regard de pitié qui n'est pas toujours justifié. Généralement, le regard porté sur un papa solo, c'est-à-dire un papa célibataire, sera différent de celui porté sur une maman célibataire. Le papa célibataire passe très souvent pour un homme courageux et il suscite de la compassion. Il est au final plus soutenu par son entourage et par les personnes en contact avec ses enfants, ce qui n'est pas toujours le cas pour les mamans célibataires. Dans les familles monoparentales, les enfants ont une place particulière, ils sont élevés par un seul parent et le plus souvent c'est leur mère. Parfois la garde est partagée entre le père et la mère. Les enfants des familles monoparentales peuvent être fragilisés au moment du changement, mais la situation est très souvent provisoire. Les aspects psychosociaux des familles monoparentales, c'est le thème autour duquel gravitera ce programme. Deneuve Batassi est consultante en psychologie et auteure. Elle est notre invitée du jour. Merci, chers auditeurs, de nous manifester une fois de plus votre fidélité. Nous vous en sommes grés. Sidonie Ficac, je suis derrière ce micro de présentation. Suzanne Lipé m'assure la mise en onde de ce programme. On se retrouve juste derrière et vous découvrirez la voix de notre invité du jour. Chaque fois tu me dis que tu me comprends et pourtant tu restes toujours loin de moi. Tu fais ton petit cinéma et tu restes avec tes problèmes. Je reste loin de toi, c'est vrai, mais crois-moi, oui je pense toujours à toi. Aujourd'hui les temps ont changé, j'ai peur de gâcher ma jeunesse. Et pourtant nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant nous chantons les mêmes chansons, nous chantons
n'en est que dans ta tête, alors que moi je ne vois que toi. Faisons l'amour et non la guerre, la musique viendra tout réparer. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Et tinga bien dit, et potre na longue longo. Pause mama nyolope, na mene jomwe ya mese na tete na makakane wanikae. Bape na simene takisane otanto. C'est pour que son talele okeke anawa. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Ça sert de jouer au petit malin. Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Merci pour cette belle mélodie de Marthe Zambo. Marthe Zambo, les mêmes idées, c'était pour planter le décor de cette édition de Fina Family. Une édition dont le thème est les aspects psychosociaux des familles monoparentales. Et nous en parlons avec Deneuve Batassi. Elle est consultante en psychologie et auteure. Elle est notre invitée du jour. Nous sommes très heureux de la accueillir dans le cadre de cette émission de Fina Family. Deneuve Batassi, bienvenue sur Fina Family. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Merci beaucoup Sidonie. Je suis contente d'être parmi vous et j'espère que ce sera un bon moment qu'on va passer ensemble. Nous passerons un magnifique moment, ça c'est très sûr. Vous êtes auteur Deneuve Batassi et vous avez commis donc combien d'ouvrages déjà? Un seul, deux, trois? C'est le tout premier. Ah, c'est le tout premier. Le tout premier d'une longue liste. Ah oui, comment est-ce qu'il s'intitule votre ouvrage? Libre. Libre? Ah oui. Et on souhaite bien comprendre qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage. Déjà comprendre pourquoi le titre Libre. Alors libre parce que je cherchais un titre qui allait matcher avec le contenu de l'ouvrage. Et je voulais pas un titre super long. Je voulais un titre vraiment qui allait résumer le contenu en un seul mot, on va dire. Et libre parce que effectivement le livre parle de liberté, d'épanouissement, de santé mentale aussi parce que bien évidemment en rapport avec le domaine dans lequel je me situe. Donc voilà pourquoi est-ce que libre c'était ça s'est totalement imposé parce que c'était l'évidence. Donc voilà. Libre, est-ce que c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était emprisonné, qui avait envie qui s'est libéré finalement d'une certaine prison et qui a voulu partager son expérience avec les lecteurs? Oui. Surtout parce que c'était aussi comme une main tendue,
Je voulais que les personnes, en lisant ce livre, puissent voir une lueur d'espoir. Je voulais que quelqu'un, en finissant la lecture de cet ouvrage, se dise « Ah, ok, je vais amorcer le pas vers ma liberté, tout simplement. » C'est quoi la trame de l'histoire dans le livre? Alors, Libre, ça parle pas vraiment d'un seul sujet. Oui. Donc, ça parle de plusieurs... C'est un peu comme des mini-livres dans un livre en entier. Oui. Donc, ça parle vraiment des étapes à franchir pour vivre une vie totalement épanouie et authentique. Oui. Parce que après tout ce qu'on veut, tout le monde veut vivre le bonheur, tout le monde veut être heureux. C'est pour ça d'ailleurs que on fait tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on se lève le matin, qu'on va travailler, etc. Et donc dans ce livre, moi, j'ai essayé de mettre le doigt sur ces choses-là qui portent atteinte à notre bonheur sans forcément qu'on ne sache ce que c'est. Oui. Donc, parce que moi-même, j'ai traversé certaines étapes dont je parle dans le livre. Oui. Et avec le peu d'expérience que j'ai, le peu d'expérience professionnelle que j'ai dans le domaine de la psychologie, je me suis dit, ok, tiens, on va mettre ça dans un livre et on va aider le maximum de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que Deneuve est très jeune. Et j'ai bien envie de comprendre à quel moment est-ce qu'elle a pensé qu'elle peut rédiger un ouvrage comme celui-là. Elle ne fait pas 30 ans et elle semble avoir 20 ans. Oh, non, c'est ça, c'est me rajeunir encore un peu. Ah bon, ce serait pas mauvais, c'est en apparence. Je suis pas loin. Oui. Donc, l'écriture, ça a toujours été une vraie passion pour moi. Oui. Donc, depuis toute petite, j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup ça. Et donc, je passais beaucoup de temps à écrire tout et n'importe quoi. Et à force d'avoir vécu des expériences douloureuses aussi, des expériences qui, je vais dire ça comme ça, m'ont forgé d'une manière ou d'une autre, j'écrivais instinctivement, spontanément. Donc j'écrivais, lorsque j'avais traversé une étape, j'écrivais tout simplement. Et c'est à la fin de tout ça que je me suis dit, tiens, j'ai un bon contenu, j'ai beaucoup de choses à dire, je veux en parler. Donc là, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux en parler? Parce que je pense que ce que j'ai traversé et ce que je vois moi-même dans mon travail de tous les jours peut aider le max de personnes. Donc voilà comment est-ce que je me suis dit, ok, d'accord, on va en faire un livre. Et aujourd'hui, on peut dire que l'objectif a été atteint? Pas totalement, parce que en partie, parce que la plus grosse partie du travail a été faite. Voilà, le livre a été écrit, il a été édité, il a été publié. Donc maintenant, il faut que le max de personnes puissent y avoir accès. Effectivement. En bénéficier. Voilà, on parle avec vous donc des familles monoparentales. Les familles monoparentales de Deneuve, disons-le, sont des modèles de famille avec lesquels la société doit désormais composer. Certains pensent que ce sont des familles qui font face à des problèmes psychologiques. Et quel est de manière générale le profil des parents célibataires? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un seul profil pour les parents célibataires, parce que tout compte fait, ce sont des parents. Donc voilà. Et pour la plupart, ils ne sont pas célibataires parce qu'ils ont voulu. C'est pas parce qu'il y a eu des circonstances, on n'a pas pu faire autrement. Et donc, ces personnes se sont retrouvées célibataires. À la base, vraiment pour des rares cas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui se dit « Ok, maintenant, je vais devenir parent célibataire ». Je ne pense pas. Il y en a certainement, il y a des personnes qui le pensent, mais c'est très rare. Alors, pour revenir à votre question, quel est le profil des parents célibataires, le profil psychologique des parents célibataires? Je dirais que ce sont des personnes... Sans pour autant catégoriser, je dirais que ce sont des personnes avec beaucoup de force et de détermination déjà. Parce que être parent, lorsqu'on est deux, c'est pas facile. Et l'être tout seul, c'est encore moins, ça l'est encore moins. Donc je dirais que ce sont des personnes qui ont vraiment de la détermination. Ils ont une bonne capacité de résilience, il faut dire ça comme ça. Ce sont des personnes, pour la plupart, qui ont subi des chocs, par exemple avec le conjoint, donc ça n'a vraiment pas marché, ils se sont séparés et donc se sont retrouvés seuls à élever leurs enfants. Donc la première caractéristique, mais la première chose, avec mon œil de professionnel, on va dire ça comme ça, pour moi qui caractérise les parents célibataires, je dirais que ce sont des personnes assez résilientes, qui ont vraiment su se réinventer, su se relever, parce que pour la plupart, ce sont des personnes qui sortent des échecs. Donc ce sont des personnes déjà résilientes. Ce sont des personnes aussi, pour la plupart ou la moitié d'entre eux qui vivent avec, souvent,
beaucoup de blessures émotionnelles aussi. Oui. Beaucoup de blessures émotionnelles parce que, comme je l'ai dit, la plupart sortent des échecs, des déceptions, des trahisons. Donc, voient souvent les enfants parce que, voilà, on a été blessés, on a été déçus, on a été trahis. Maintenant, en plus de ça, on doit se retrouver seul avec les enfants. C'est nous qui devons assumer la charge de ces enfants. Donc, il y a vraiment un lourd fardeau qui est souvent porté par ces personnes. Donc, c'est pour moi, c'est ce qui caractérise d'entrée de jeu comme ça les parents célibataires. Maintenant, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire par la suite, bien sûr. Oui, et aussi que pour certains parents, ils regardent le fruit d'une relation qui a été douloureuse et ça leur rappelle très souvent cette relation alors que la seule chose dont ils ont envie, c'est d'oublier. Effectivement. Parce que la plupart d'entre eux, comme je l'ai dit, on a été trahis. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours la faute de l'autre partenaire, il faut le dire. Mais je prends le cas des mères, par exemple, qui restent seules avec leurs enfants. Elles ont tendance à cacher cette souffrance-là, à la mettre sous le tapis, parce que dans notre société africaine, on va dire que oui, les enfants, ce sont les enfants de la mère, en fait. Tout à fait, oui. Donc, dire comme ça, ouvertement, que je me sens fatiguée d'élever toute seule mes enfants, ou bien ces enfants me fatiguent, du coup, c'est mal vu par la société. Parce que notre société, malheureusement, ne comprend pas encore les enjeux liés à la santé mentale, surtout à la santé mentale d'un parent qui élève seul ses enfants. C'est vraiment, je veux dire, il y a un fardeau. Le fardeau, il est vraiment lourd. C'est pas un fardeau physique, c'est un fardeau émotionnel, c'est une charge mentale, en fait, supplémentaire, surtout quand on sort d'une relation, surtout quand, voilà, les enfants sont le fruit d'une relation qui n'a pas marché. Donc, parfois, les mères se retrouvent à camoufler cette souffrance et elle la vit seule, en fait. Et après, bon, on remarque des petites traces dans le comportement qui est affiché avec l'enfant. On remarque que ça ne va pas. Quelqu'un qui a un œil qui est avisé pourra lire entre les lignes dans la manière... C'est quoi généralement? Qu'est-ce qu'elles font lorsqu'elles ont en face d'elles leurs enfants? Elles se comportent, elles sont agressives parce que certaines ont des paroles qu'elles disent aux enfants. Oui, tu fais ci, ton père m'a fait ça. Et là, c'est mauvais. Extrêmement mauvais parce que l'enfant, en fait, il n'a rien demandé. L'enfant, il est totalement innocent. Il n'a rien à voir. Et c'est ça le challenge, en fait, parce que nous ne sommes pas des êtres... l'être humain, n'est pas mécanique, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas une partie relation amoureuse et une partie mes enfants. Tout est mélangé dans la vie de la personne. Donc, à la fin de la journée... Tu vas pas dire à cette mère qui s'est fait trahir, qui s'est fait tromper, écoute, ta relation amoureuse, garde-la dans un tiroir et tes enfants, ce sont tes enfants. Tout ça s'imbrique, en fait, surtout pour la femme qui est un être émotionnel. Donc, vous n'allez pas dire à cette femme, quand tu vas avoir ton enfant en face de toi, écoute, ne pense pas à son père parce que non, mais tout s'est mélangé. Donc, il faut vraiment un lourd travail sur soi. Il faut vraiment un travail intentionnel pour cette mère-là de se dire... Ok, c'est mon enfant, il n'a rien à voir avec cette relation qui n'a pas marché. Ça, c'est la relation. Donc voilà, si j'ai quelqu'un à qui je vais en vouloir, c'est à la personne avec qui j'étais en relation, pas avec l'enfant. En fait. C'est quoi généralement le profil psychologique des enfants qui sont issus des familles monoparentales? Pour les parents, généralement, c'est la résilience, la détermination, vous l'avez dit. Maintenant, pour les enfants, c'est quoi? C'est les mêmes choses ou les enfants ont autre chose qu'ils peuvent présenter comme profil psychologique? Alors... Pour les enfants, comme je l'ai dit précédemment, pour les parents, il n'y a pas vraiment un profil carré. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Il y a un enfant qui ne va pas ressortir de là avec des séquelles lourds. Mais il y a un autre enfant, vraiment, ça sera un véritable problème pour lui. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui ne présente apparemment pas de séquelles lourdes n'est pas atteint. Mais je veux dire, ça se manifeste de degré en degré en fonction de l'encadrement, en fonction vraiment des prédispositions intrapersonnelles même de l'enfant. Donc maintenant, le profil, je vais dire type, si on va dire ça comme ça, des enfants issus de familles monoparentales, c'est quoi? Ce sont des enfants qui vont, pour la plupart, certains d'entre eux, être victimes de rejet. Du sentiment de rejet ou du sentiment d'abandon. Ça dépend vraiment du parent qui a été absent.
pour les femmes, pour les jeunes, les enfants de sexe féminin qui ont grandi par exemple avec leur maman, elles auront l'impression d'avoir été abandonnées par leur papa. Parce que l'abandon se crée, le sentiment d'abandon se crée lorsqu'on n'a pas reçu assez d'amour du parent du sexe opposé. Surtout, surtout pour les jeunes filles. Parce que la présence d'un papa, par exemple, dans la vie d'une jeune fille, c'est tellement important parce que c'est cette présence et cette considération, cet amour que son papa va lui donner qui va construire son estime de soi. Donc, ça sera une jeune fille, voilà, pour ce cas-là, qui a des problèmes, voilà, qui aura des problèmes d'estime de soi. Parce que, du coup, elle n'a pas eu comme une sorte de miroir dans lequel elle pouvait se mirer parce que, oui, il faut le dire, il faut même le dire aux papas qui sont, voilà, qui sont avec leur fille, que ils sont en quelque sorte le miroir de leur fille lorsqu'elle est en train de grandir. Les relations que cette jeune fille va entretenir avec le sexe opposé dans le futur dépend aussi de la qualité de la relation qu'elle a eue avec son papa. Donc pour celle qui n'a pas eu son papa, on imagine un peu le tableau qui va se dresser lorsqu'elle sera grande en fait. On imagine qu'elle aura un fort sentiment d'abandon parce qu'elle va se dire ok, parce que les enfants, voilà, peu importe ce que vous allez leur expliquer à ton papa, il était mauvais, il m'a trompé. Pour elle, l'enfant, c'est pas ça en fait. Son problème, c'est que j'avais besoin d'un papa, il n'était pas là, donc du coup, forcément, ce papa, il ne m'aime pas. Et dans le cas où son papa, par exemple, a essayé de tisser tisser des liens, on va dire ça comme ça, et que la maman s'est trouvée réticente, il y aura un sentiment de haine qui va se développer aussi contre sa maman. Parce que mon papa, il a voulu développer une relation avec moi et tu l'as bloqué en fait. L'enfant ne sait pas que derrière, il y avait des enjeux. Peut-être ton papa, il était comme ça. Non. Pour l'enfant, c'est vraiment... tout est carré. Mais là, c'est valable pour un parent qui est quand même en vie. Il faut dire qu'il y a des familles monoparentales du fait peut-être de la perte. Il y a quelqu'un qui est décédé, ça peut être le papa qui est décédé. Mais est-ce que là, l'enfant aura la même réaction? Effectivement. Parce que, comme je l'ai dit, à un enfant, on n'explique pas. Je veux dire, on va pas forcément... Oui, on va lui dire, d'accord, ton papa, il est mort. Parce que, voilà, c'est la vie, les gens meurent. Mais c'est pareil. C'est pareil parce que c'est le cerveau de l'enfant, il n'a pas encore, surtout quand voilà, c'est un enfant tout petit là. Et vous savez que la plupart des blessures émotionnelles qui se développent en nous se développent pendant la période critique, c'est-à-dire pendant la petite enfance, 0-2 ans, plus tard, voilà, un peu plus tard, 8, 3, 4 ans, jusqu'à autour de 7 ans. Ce sont des schémas précoces, parfois, qu'on appelle schémas précoces inadaptés, qui se développent très tôt dans la petite enfance et dans l'enfance. Donc, un enfant qui est dans la petite enfance, qui a besoin de son papa, parce que c'est un besoin comme ça, vous n'allez pas commencer à lui expliquer que la mort a fait que, parce que les gens meurent. Non, c'est un enfant qui a un besoin, il a besoin de son père, et son père n'est pas là. Donc c'est tout simple, la logique elle est toute simple. Est-ce que la solution serait de lui trouver une figure paternelle qui pourrait être un oncle ou alors par exemple? Effectivement, parfois dans ce genre de cas, oui, c'est bien, ce serait bien de trouver quelqu'un qui va jouer le rôle de ce substitut parental masculin. Pour que c'est vrai que ça ne va pas à 100% remplacer la présence d'un père, parce qu'on imagine que ce substitut parental là ne sera pas là à 100%. Tout à fait. Mais ça va essayer de combler d'une manière ou d'une autre le vide qui pourrait s'avérer beaucoup plus grand dans l'avenir. Deneuve Batassi, c'est notre invitée du jour. Elle est donc psychologue. Elle est également auteure, avec qui on parle donc des aspects psychosociaux des familles monoparentales. Quelles sont les conséquences de la stigmatisation de la société sur les parents solos? Un peu plus les mamans. Parce que les papas, on l'a dit, la plupart du temps, on a un peu pitié d'eux et on est pris de compassion pour eux. On pense même qu'ils sont très courageux de rester seuls avec les enfants. Mais généralement, les mamans, c'est un peu comme si c'est elles qui sont à l'origine de tout leur malheur et elles sont stigmatisées, elles sont rejetées, elles sont même traitées de femmes parfois frivoles. Quelles sont les conséquences que tout cela peut avoir sur la santé mentale d'une maman célibataire? Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit au début, élever seul son enfant, ce n'est vraiment pas chose facile.
Et on vit dans une société vraiment où, voilà, je vais dire ça comme ça, où on a tendance à beaucoup stigmatiser tout ce que les femmes font. Oui. Un homme, comme vous l'avez dit, peut élever toute seule son enfant, il n'y a pas de problème vraiment. Et ce sera même l'homme le plus... C'est le héros. Voilà, il élève ce sera un acte héroïque. Wow. Il fait la lessive pour ses enfants. Wow. Oui. Mais quand une femme le fait, ça sera, voilà, comme vous l'avez dit, mal vu. Oui. Parce que du coup, on se dit, c'était une femme aux mœurs légères. Tout à fait. Elle est tombée enceinte, voilà, maintenant, et tout ça là. Donc ça a un grand impact sur la santé mentale des femmes. Ça, il faut vraiment pas le cacher. Et ça pourrait justement entraîner cette femme dans ce qu'on appelle le burn-out, familial, on le sait, mais aussi dans la dépréciation de soi. Oui. Parce que pour une femme qui est à longueur de journée stigmatisée, c'est vrai qu'il y en a qui ne gèrent pas. Elles se disent, bon, je fais ce que j'ai à faire, je le fais pour mes enfants. Bon, tout ce que les gens vont dire, c'est leur problème. Oui. Mais ça pourrait entraîner chez certaines qui n'ont pas, comme je l'ai dit, cette capacité de résilience-là, qui se débattent encore elles-mêmes à accepter leur situation. Parce que c'est ça aussi. Parfois, la monoparentalité nous tombe dessus comme ça, on ne s'y attendait pas. On était sûr qu'on allait élever à 2 nos enfants. Et du jour au lendemain, comme ça, pam, on se retrouve toute seule. Donc, pour certaines qui essayent encore de comprendre ce qui leur est arrivé, cette situation de stigmatisation pourrait les amener encore dans la dépréciation de soi. Oui. Pourrait les amener encore dans une forme de dépression, parce qu'il y en a qui font des dépressions. Oui. Parce que la société dit que quand une femme élève seule ses enfants, ça veut dire que c'est une femme aux mœurs légères, ça veut dire que... Donc du coup, il y a cette image de soi qui commence à se détériorer. La personne commence à perdre confiance en elle et ça commence à avoir de l'impact même dans ses interrelations, notamment avec ses enfants. Tout à fait. Donc parfois, le regard des autres peut avoir de l'impact sur la mère et plus tard aussi sur les enfants. Oui. Donc c'est toute une chaîne en fait. Oui, parce que cela, on peut le comprendre, va faire en sorte qu'elle ne soit pas au plan de sa forme, qu'elle ne puisse pas être donné le meilleur d'elle à ses enfants, parce qu'elle va culpabiliser, elle va se dire finalement que elle aurait pu, si elle était une bonne personne, éviter que tout cela n'arrive, parce que c'est ce qu'on l'aura amené à penser. Vous écoutez ABK Radio, l'émission c'est Fina Family. Notre invité du jour, c'est Deneuve Batassi, avec elle on parle des aspects psychosociaux de la famille monoparentale. Une petite pause et on se retrouve juste derrière pour la suite de ce programme. Purchase your tracks today. ABK Radio. Alors. Fini les problèmes de connexion illimitée. Avec MTN Home, profite de l'illimité à domicile et connecte toute ta maison. Smart ta life avec le réseau le plus smart du continent. Tape étoile 202 dièse. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Êtes-vous prêt pour une nouvelle expérience pétillante? Plus d'extraits naturels, plus de goût authentique. Spécial change de look et s'enrichit en nouvelles saveurs. Désormais, en plus de Spécial Pamplemousse dans sa nouvelle étiquette et son même goût unique, découvrez Spécial Cocktail, Spécial Orange Passion et Spécial Fruits Rouges. Une gamme enrichie pour plus de sensations authentiques. La nouvelle gamme spéciale, déjà disponible dans votre point de vente. Spécial, pour plus de sensations authentiques. Pour votre santé, contrôlez votre consommation de sucre. Merci de nous retrouver sur ABK Radio. L'émission c'est Fina Family avec Deneuve Batassi qui est consultante en psychologie et auteure de l'ouvrage Libre. Nous continuons ce programme de ce jour. Fina Family, c'est le titre du programme. Dame Deneuve Batassi, est-ce que le fait pour certains enfants de se retrouver loin de leur papa a des répercussions sur l'état psychologique de ces enfants une fois qu'ils deviendront adultes?
Oui, effectivement, parce que on a beau parfois le nier soi-même. Oui. Lorsqu'on a grandi sans papa, on se dit d'accord, ça va, il n'était pas là. Mais l'absence d'un père aura toujours des répercussions sur notre bien-être, sur notre état psychologique. Oui. Toujours. Je l'ai dit tout à l'heure, pour les jeunes filles, on aura ce sentiment, et même pour les garçons. Hein, oui. Voilà. Bon, c'est vrai que pour les garçons, avoir grandi sans père va créer un sentiment de rejet. Parce que le rejet se crée lorsqu'on a expérimenté l'absence du parent de même sexe. Oui. Et l'abandon lorsqu'on a expérimenté l'absence du parent de sexe opposé. Oui. Donc pour les femmes, ça sera vraiment ce sentiment d'abandon qu'elles vont rechercher en permanence, pour certaines, dans des multiples relations. Oui. Il y a des dysfonctionnements dans les relations à l'âge adulte qui sont dus à l'absence d'un papa chez les jeunes filles et même chez les garçons. Hein, c'est quoi ces dysfonctionnements? Quelques exemples de dysfonctionnements? Donc, comme je le disais, pour les filles, oui. Elles auront tendance à rechercher en permanence la présence d'un père dans une relation amoureuse. Oui. Voilà, il y a ce phénomène de sugar daddy, sugar mommy qu'on connaît bien. Oui. Parfois, c'est pas seulement des jeunes filles qui veulent de l'argent, non. Oui. Parfois, il y a cette recherche effrénée d'une figure paternelle. Parce qu'on n'a pas eu de papa, on ne sait pas ce que ça fait d'avoir un père. Oui. Tout le monde a toujours eu un père autour de nous, d'accord, du coup on recherche dans cette personne... Avec quelqu'un qui est un tout petit peu protecteur et peut-être quand elle voit une personne d'un certain âge, elle voit en lui celui qui aurait pu être son papa, il la rassure davantage. Voilà. D'accord. Donc on a ce genre de cas où les personnes, elles vont essayer de retrouver, et même parfois dans les relations avec des personnes de notre âge. Hein, oui. Voilà, c'est des cas où vous allez trouver le partenaire qui va tout le temps dire « mais je suis pas ton père, arrête, Oui. Non, mais c'est parce que la personne a un problème, elle a un manque, et c'est un vide qu'elle essaye de combler avec la présence de l'autre. Oui. Il y a d'autres personnes, chez d'autres personnes, ça va se manifester comme une sorte de répulsion du sexe opposé. Oui. Elle va se dire, nous, on n'a pas besoin des hommes dans notre vie, on n'a que faire d'eux. Ça, c'est vraiment lorsque la personne a développé une sorte de rancune, une sorte de haine contre son papa. Donc, elle va se dire, nous, on n'a pas besoin d'hommes, on n'a pas besoin d'hommes dans la vie. Oui. Et se retrouver peut-être même dans des déviances sexuelles. Oui. Parce qu'on en a vu, et plein d'études ont prouvé que dans certains cas où on a des problèmes d'orientation sexuelle, on va dire, c'est parce qu'il y avait ce problème, il y avait ce sentiment d'abandon chez les victimes au départ, et qui s'est transformé ensuite en rancune, en haine effrénée contre le sexe opposé. Et donc du coup, même dans les relations amoureuses, même lorsqu'il faut maintenant commencer à penser à se mettre en couple avec quelqu'un, elle se dit, nous, on n'a jamais eu besoin d'hommes dans la vie. Elle se dit, c'est maman qui a toujours été là. Donc, elle idéalise le sexe féminin et se dit, s'il faut se mettre en relation, on va se mettre en relation avec avec le sexe qui a toujours été là pour moi. Oui. Ça, c'est des choses, lorsque vous expliquez comme ça, hein, je me retrouve un tout petit peu dans votre explication, pas par rapport à l'orientation sexuelle, non. Juste que, à un moment donné, pour avoir été orpheline très tôt, avoir perdu mon papa à l'âge de 5 ans, avoir eu une maman qui a pris soin de nous jusqu'à cet âge, j'ai pas pensé à un moment donné qu'il était important de se marier. Sincèrement, j'ai pas pensé, parce que justement, je me suis dit, avec maman, c'est possible, elle fait tout, elle prend soin de nous, elle fait... Et puis, c'était pas une priorité. Et donc, je peux comprendre très bien ce que vous essayez en fait, ce que vous expliquez. C'est des choses, justement, qui arrivent. L'enfant se dit, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un homme dans sa vie, puisqu'on a une maman qui fait tout pour nous. Elle joue à la fois le rôle, je suis jamais restée à la maison parce qu'elle n'a pas pu me payer l'école, elle a été toujours là et tout et tout. Et on se dit, l'homme, finalement, c'est pas forcément important. Et c'est plus tard qu'on se rend compte qu'en réalité, il était important. Donc, ça, c'est pour faire une petite parenthèse et essayer d'amener les uns et les autres à comprendre. Certainement,
il y a également des auditeurs qui se retrouvent justement dans cela. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le parent doit faire? Comment est-ce que le parent peut réussir justement à créer de l'équilibre chez son enfant? Est-ce que c'est possible, lorsqu'on élève ses enfants seuls, de leur permettre d'avoir justement cet équilibre, de ne pas se sentir rejeté peut-être par l'un des parents ou abandonné par l'un des parents, de donner la possibilité à ses enfants d'être exactement, en fait, pas peut-être exactement, d'avoir pratiquement les mêmes éléments que ceux qui sont dans une famille dite conventionnelle. D'accord. Pour le parent qui élève seul ses enfants, l'une des premières choses que moi je pourrais dire, c'est l'un des premiers conseils, on va dire, que je pourrais lui donner, c'est ne pas être dans la posture de comment je vais appeler ça, de revanche, voilà, contre la personne qui n'est pas là. Ça, c'est pour les parents qui, c'est lorsque l'autre conjoint est toujours vivant, où il y a eu séparation, trahison et tout ça. Fait, ne surtout pas être dans une posture de revanche, ou bien où on essaye d'utiliser les enfants pour se venger. Surtout pas. Parce que du coup, l'enfant qui n'a rien demandé, il va se retrouver au milieu d'une guerre dont il ne connaît même pas les tenants ni les aboutissants. Il est seulement là au milieu, il subit. Maman a dit X, papa a dit X. Je veux dire, c'est vraiment embêtant pour un enfant, déjà qui a sa propre vie à gérer, qui ne comprend pas bien déjà ce qui lui arrive là. Voilà, et il se retrouve au milieu de quelque chose que lui-même n'a pas demandé. C'est vraiment de ne surtout pas, même si on a une haine, même si on a quelque chose qu'on reproche à l'autre partenaire, il faut garder ça pour soi. Ou pour en parler avec soit un professionnel, soit avec une personne de confiance, mais surtout pas venir verser toute sa colère, verser toute sa haine sur les enfants. Et la deuxième chose que je pourrais dire, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est discuter, beaucoup dialoguer avec les enfants. Créer vraiment ce climat de confiance où les enfants vont se sentir à l'aise de pouvoir parler de leurs ressentis avec nous. Parce que on le dit souvent, dans la famille monoparentale, surtout lorsqu'on a été avec maman a assuré, vraiment, on n'a manqué de rien, on a toujours été au top de notre forme, elle a toujours payé l'école, on est toujours allé à l'école, on a toujours eu à manger, tout va bien. Mais dans la majeure partie des cas, dans la majeure partie de ces familles-là, il n'y avait pas vraiment ce climat de confiance instauré qui permettait à l'enfant de parler de son ressenti. Parce qu'un enfant qui grandit sans un parent, je vous assure, c'est pas facile. Parce que déjà, cet enfant, il va à l'école, il est scolarisé. Il voit des parents tout le temps accompagnés. Il voit ses camarades parler de leurs parents. Tout à fait. C'est déjà tellement embêtant de se retrouver au milieu de tout ce monde-là et de ne pas pouvoir, et de n'avoir rien à dire sur son autre parent. Tout à fait. De toujours dire « Ah, maman m'a acheté ceci. Et ton papa, alors, il est où, lui ?» Donc, c'est vraiment embêtant. Et parfois, les enfants vont intérioriser ça. Ils ne vont jamais en parler parce qu'on se dit « Ok, à la maison, on n'en parle pas. Papa n'est pas là, point final. On comprend ça comme ça. Maman, c'est elle qui est là. On fait avec elle. Donc, il faut vraiment être ce parent qui permet à ses enfants de parler. Parfois même, les enfants, ils ne vont pas initier souvent la conversation comme ça. Venir initier soi-même, étant parent, la conversation. Ok, je sais que papa n'est pas là. Je sais que ça peut être difficile pour toi, mais j'aimerais que si tu as des incompréhensions par rapport à la situation qu'on vit, même lorsque le parent est décédé, il faut le faire. Tout à fait. Et encore plus lorsque le parent est décédé, parce que du coup, tu vas plus jamais le voir. C'est encore plus difficile. Donc, toujours ouvrir la conversation avec son enfant, lui demander de parler, de verbaliser, parce que déjà, la parole, elle est énormément thérapeutique. Quand on parle, on est à 40% déchargé de tout ce qui pouvait nous accabler. Donc, permettre aux enfants de parler de ça avec nous et de ne surtout pas invalider leurs ressentis. Parce que parfois, un enfant va nous dire « Ah, ok, je me sens très mal parce que papa n'est pas là. » Il va vraiment, on va lui dire « Ok, parle de ton ressenti. » Il va vraiment s'ouvrir et le parent, il va mal prendre. On va dire « Après tout ce que je fais pour vous ici, tu trouves toujours que j'ai toujours... donc je ne fais rien. Tu veux toujours voir ton père, ça vaut rien qui m'a abandonné, tout écoute, ça. » C'est des choses qu'il ne faudrait pas dire à l'enfant. Surtout pas. Ne pas invalider le ressenti de l'enfant. Il a le droit parce que normalement, il devrait avoir son père. C'est comme ça. Donc, surtout pas invalider son ressenti, trouver des mots justes vraiment pour lui dire que ok, la situation elle est telle qu'elle, il y a des situations comme ça, et essayer de l'accompagner du mieux qu'on peut, vraiment être ce parent. On va pas, une maman, c'est une maman.
ça sera jamais un papa. Tout à fait. Donc vraiment essayer au mieux de jouer son rôle de maman dans ce qu'on peut faire. Et si le parent si l'autre parent est vivant, permettre à cet enfant d'entretenir des relations du moins saines avec lui. Ne pas fermer la porte parce que c'est toujours important. Ne pas se dire ok, c'est moi le père, c'est moi la mère, il n'a pas besoin de l'autre parent, c'est faux. Il aura toujours besoin de son parent, de sa mère, de son père, toujours. Et pour ceux des hommes qui abandonnent justement leurs enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Parce qu'il faudrait aujourd'hui qu'ils comprennent que ces enfants qu'ils abandonnent seront finalement des victimes, vont subir et vont traîner avec eux des blessures émotionnelles. Peut-être il faudrait que les hommes comprennent aussi quelle est leur part de responsabilité dans ce que leurs enfants peuvent devenir plus tard. Exactement. Je suis totalement d'accord avec vous parce que parfois les hommes ils abandonnent leurs enfants croyant faire du mal à la maman. Ils disent que quand l'enfant va grandir, il va les chercher. Mais en fait, c'est un discours truffé d'ignorance. C'est vraiment cousu d'ignorance parce qu'on ne se rend pas compte que, en fait, on est en train de priver l'enfant qui est venu au monde d'un droit. On est en train de l'obliger à accepter nos caprices, je vais dire ça comme ça. Et on pense faire du mal à la maman. On se dit, ah non, celle-là, elle a voulu me montrer que machin et tout. Donc, je vais lui montrer que... Mais à qui? Parce qu'il s'agit de l'enfant, en fait. Et dans les cas de séparation, on pense toujours et d'abord aux enfants. Parce que les enfants au milieu du divorce, au milieu d'une séparation, c'est toujours... Je veux dire, ce n'est jamais facile. Ce n'est pas juste, ok, je prends leurs affaires, je déplace d'une maison à une autre. C'est vraiment un monde qu'on a changé pour eux. C'est un univers. Depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent que ça. Et du jour au lendemain, paf, on le leur enlève. C'est énormément difficile. Donc pour les papas qui se disent, voilà, l'enfant reconnaîtra toujours son père. Il faut arrêter avec ce discours d'ignorance. Il faut vraiment, il faut être conscient que l'enfant a besoin de nous. C'est même pas une question d'argent, d'abord. C'est une question de présence, c'est une question d'être là pour son enfant. Il y a des choses qu'on a envie de raconter seulement à son père. Tout à fait. On les raconte à qui, du coup, quand le père n'est pas là? Il y a des expériences qu'on a envie d'avoir avec son père. Vous savez, c'est tellement... pour des personnes vraiment qui, parfois, sont un peu structurées dans leur tête. Des adultes, ils vont se retrouver à 30 ans et ils n'ont aucun repère, aucune expérience, aucun souvenir avec leur père. C'est tellement, je veux dire, pour moi c'est tragique en fait, qu'un enfant ait vécu 30 ans sans avoir jamais vécu aucune expérience avec son père, sans avoir jamais interagi avec son père. Et puis c'est à ce moment que l'enfant est censé commencer à chercher le fameux père. Mais non. Tant qu'on peut être là pour nos enfants, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de donner de l'amour à son enfant. Parce que cet enfant-là, c'est comme ça qu'ils sont l'amour de son père. Parfois même, les hommes, ils sont pas présents physiquement, mais ils envoient les ressources. Tout à fait. Mais c'est pas vrai, c'est pas d'abord de ces ressources dont cet enfant aura besoin. Parce que lorsque les blessures émotionnelles vont commencer à se développer, vous n'allez pas donner la raison que, écoute, je t'envoie sûrement de l'argent parce que la plupart du temps, cet enfant, il sait même pas que le papa, il envoie de l'argent. Il aurait eu envie d'avoir son père présent. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est ce que je leur dirais. Dame de Neuve Batassi, comment est-ce qu'un parent solo doit se comporter pour entretenir sa santé mentale? Alors, il faut tout d'abord, ce que je recommanderais, c'est de ne surtout pas se la jouer Wonder Woman ou Superman. Parce que femme forte et indépendante. Voilà, j'ai besoin de personne. Vraiment. Élever seul des enfants, ça coûte toujours. C'est toujours une charge et une énorme charge. Déjà, quand on a un partenaire qui est avec nous, voilà, avec qui on réfléchit, etc., c'est une charge. Et ça l'est encore plus lorsqu'on est tout seul. Parce que ce n'est pas qu'une question de donner de la nourriture à ses enfants. On est responsable de la vie d'un être humain. Tout à fait. Qu'il aille bien, qu'il n'aille pas bien, ça nous regarde. Quelles sont les études qu'il va faire, ça nous regarde. Je veux dire, c'est tout un être humain qu'on doit construire, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut surtout pas se dire qu'on n'a pas besoin, que voilà, tout va bien.
il faut vraiment reconnaître soi-même, avec soi-même, pas d'abord à aller le dire aux gens, mais soi-même reconnaître que, ok, là, j'ai des limites par rapport à l'éducation de mes enfants. Oui. J'ai des limites et il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des trucs que il y a des trucs que je n'arrive pas à faire parce que je suis seule. Il faut se l'avouer déjà parce que ça permet c'est comme une sorte de lâcher prise en fait. Ça permet vraiment à notre esprit de souffler un peu. Parce que, comme je l'ai dit, les parents qui élèvent seuls leurs enfants, ils sont souvent beaucoup sous pression. Il y a souvent un énorme stress. Et c'est souvent ressenti dans la façon dont ils interagissent avec leurs enfants. Oui. Parce que du coup, on a tellement de choses à gérer. On veut bien gérer parce que du coup, on a le regard des autres. On veut obligatoirement voir ses enfants réussir pour prouver aux autres qu'on a été on l'a capable. fait seul, hein. Voilà, justement. Donc, on a une pression énorme, une pression intense. Et du coup, c'est difficile de la relâcher. Oui. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à vouloir tout contrôler comme ça, on ne contrôle rien. Parce qu'il y a ces enfants pour qui on se dit être en train de batailler, qui vont payer le prix de tous les mauvais agissements, de tous les mauvais traitements qu'on va leur infliger plus tard. Oui. Donc, il faut vraiment se reconnaître ses limites et surtout, demander de l'aide autour de soi. Oui. Donc, vraiment s'ouvrir, soit avec la famille, avec des amis, parler vraiment de ses limites et surtout ne pas oublier que au milieu de tout ça, on demeure une personne et on doit prendre soin de soi. Oui. Parce que être parent solo, parfois on se dit, je dois tout donner pour mes enfants. Oui. Mes enfants, c'est mon combat, d'accord, ok, oui, parfait. Oui. Mes enfants, mon combat. Voilà, mes enfants avant tout, etc. Mais après, on s'oublie. Oui. Alors qu'on demeure une personne et il faut prendre soin de soi. Il faut savoir s'arrêter, avoir des petits moments de plaisir pour soi. Oui. Ça permet vraiment d'apporter un peu de couleur au milieu d'une vie tellement, rude. Oui. Et avec les enfants même, ils auront besoin de voir leurs parents heureux. Parce que des enfants qui vous regardent tout le temps sous pression, que vous soyez leur papa, vous regardent sous pression, que vous soyez leur maman, je ne pense pas que cela leur ferait plaisir. Ça risque aussi les déstabiliser. Quel est le comportement que les proches, vous avez parlé des proches qui doivent accompagner ses parents solo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire plutôt que de rejeter la pierre généralement sur ces personnes, parce que la plupart du temps, ça vient également de la famille. C'est la famille qui stigmatise, qui dit vraiment, il est toujours comme ça. Chaque fois, il prend les femmes et part vraiment. Ou alors, chaque fois, elle va en mariage et puis elle revient et tout. C'est une mauvaise personne. Comment est-ce que les proches peuvent aider ces parents solos à s'en sortir? Tout d'abord, ne jugeons pas ce qu'on ne comprend pas. Oui. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mon propos en début d'émission, personne ne peut, je dis à 80%, personne ne planifie de devenir un parent solo. Oui. Personne dans son plan de vie là, on a des plans quand on était enfant. Oui, tout le monde voulait se marier. À 25 ans, je vais être mariée et puis je vais faire mes enfants, tout ça. Oui. Personne ne dit je vais me marier, je vais avoir des enfants seuls, je vais les élever seuls et puis non. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a des circonstances comme ça. Parfois, la vie, c'est imprévisible, ça arrive. Donc, surtout, il ne faut pas avoir, pour les proches de ce genre de parents, il ne faut pas avoir un œil de jugement, il ne faut pas avoir un œil critique comme ça. Surtout de critiquer les choses qu'on ne comprend pas. Je peux comprendre qu'on se dise que tout le monde a ses problèmes, chacun veut gérer ses problèmes, mais il faut toujours garder une certaine bienveillance vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Il faut toujours avoir une posture bienveillante. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger. Le fait est fait. Cette personne est déjà parent solo. Donc, peu importe ce qu'on va dire, peu importe comment on va regarder la situation, elle est parent solo, il est parent solo. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que si je peux rien faire, je reste tranquille. Si je ne peux pas apporter mon aide, je demeure au moins une personne bienveillante. Je ne dis pas des choses extrêmement méchantes parce que ça va vraiment venir cristalliser la souffrance que vit déjà cette personne. Déjà qu'elle essaye de se débattre, elle essaye de comprendre elle-même où est-ce qu'elle en est. Voilà, elle essaye de reprendre ses esprits, entre guillemets, et venir encore lui dire, ah bah tiens, toi, tu es toujours une personne comme ça, tu es une femme aux mœurs légères, etc. Vraiment, je pense qu'on n'a pas besoin de ça.
c'est vraiment de garder une posture bienveillante. Si je peux t'aider vraiment à faire quelque chose, à accompagner les enfants dans une certaine mesure, je peux le faire. Si je pense que je ne peux pas le faire, il n'y a pas de problème, c'est pas obligé d'aider tout le monde. Tout à fait. Les moyens, les ressources peuvent manquer pour que on ne puisse pas le faire. Mais toujours est-il que garder vraiment une posture de bienveillance. On ne dit pas des choses qui vont blesser la personne ou qui vont chroniciser davantage sa douleur. Ah oui. Donc pour moi, voilà. Merci Deneuve Batassi. Nous sommes parvenus au terme du programme. Ça va très très vite. On n'a pas vu le temps passer. Vous nous avez dit tellement de choses intéressantes pour la thématique de ce jour. On a parlé des aspects psychosociaux, des familles monoparentales et grâce à vous, nous avons appris beaucoup de choses. Et je crois que les auditeurs auront envie de vous avoir très souvent sur le plateau de Fina Family pour les édifier. Chers auditeurs, vous avez également été là dans le cadre de cette émission Fina Family du jour. À Sidonie Ficac, j'étais derrière ce micro de présentation. La mise en onde a été assurée par Suzanne Lipem. Dame Deneuve Batassi, merci d'être passée par ici aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir comme invité dans ce programme. Merci aussi à vous pour l'opportunité, ça a été vraiment un plaisir. Portez-vous très bien, chers auditeurs, et à très très bientôt sur ces antennes de ABK Radio dans le cadre d'une autre édition de Fina Family. Vous êtes de plus en plus nombreux à être des nôtres. Cela nous va droit au cœur. La famille est sacrée, ne l'oublions jamais, et c'est la base de toute société qui voudrait réussir. Merci à tous et à très bientôt. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficac. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradioofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store. Toutes nos émissions sont désormais disponibles